qui est en lien direct avec les étudiants de l'ESG. C'était un peu le principe de cette conférence, tournée vers les étudiants RH. Donc merci d'être là ce soir, chers étudiantes et chers étudiants. Donc vous connaissez le Cercle national du coaching, peut-être moins ce que nous faisons. Je n'ai pas eu l'occasion encore de vous rencontrer. Je rencontre mais brièvement, ça s'est fait brièvement, mais pas dans un entretien, on l'a fait l'an dernier, c'est-à-dire on prend 2 heures, on se pose et on présente le coaching dans une conférence, c'est ce que j'avais organisé l'an dernier, une conférence où on présente le coaching plus en détail et au-delà des activités du CNC. Donc ça se fera cette année, c'est prévu. Sur les activités du CNC, vous avez tous eu vos codes d'accès sur le site internet du CNC, je crois. Par conséquent, vous pouvez venir alimenter le CNC de vos réflexions sur vos problématiques RH. Et les problématiques RH sont en lien évident avec l'accompagnement. Brigitte Dubroc en est l'exemple incarné, puisqu'elle vient du monde RH, avec tout un parcours dans cet univers-là, où il y a des problématiques que vous connaissez, que vous allez partager ensemble, et que nous allons partager, et passer du côté, aujourd'hui, on va dire, libéral, et côté sombre en même temps, le côté conseil, on peut dire, conseil en organisation, où l'accompagnement est aussi important. On parler surtout sur le rôle du DRH qui est en pleine évolution suite à la réforme de la formation professionnelle de février dernier. Il a des attributions aujourd'hui, ce n'est pas dans la thématique forcément ce soir, mais il a des attributions aujourd'hui qui sont très importantes. Il est attendu au tournant. Je dirais que pour lui, c'est un tournant historique et il prend le tournant. Ou à mon sens, et je sens le cas de moi, s'il rate ce tournant, c'est peut-être la profession qui aura des soucis aussi. On va en parler. Je vais laisser Brigitte se présenter et puis lancer la conférence. À l'issue de la conférence, il y a un jeu de questions. Soyez donc libre de poser toutes les questions. Il n'y a pas de tabou de la conférence. Nous fonctionnons en interaction. Et puis ensuite, si vous avez un petit moment, il y a toujours un apéritif dînatoire qui est servi au bar. Donc ce sera le cas aussi ce soir. Je vous remercie. Merci, encore désolée de mon retard, je suis vraiment confuse, mais arrivant de la Défense, je m'étais dit qu'en gros, 2 heures, ce serait bon. J'aurais largement, eh bien non, je n'ai pas eu largement. J'ai laissé la voiture un peu plus loin, j'ai pris mon taxi, je ne sais pas si c'était un bon plan. Allez, c'est parti. Alors, je vais me présenter donc brièvement. Il faut que je fasse ça, en fait. Ça marche. Non, c'est là. C'est la pile. Voilà. Donc moi j'ai fait une école de commerce et puis j'ai embrayé assez vite avec une option ressources humaines à l'époque. J'en suis très contente, j'ai toujours pas réussi à la faire réouvrir celle-là, mais bon. Et puis je suis tombée dans les ressources humaines plus petite en fait, puisque j'ai fait l'école et puis après des postes en RH. Et mon dernier poste, je dirais classique, de CDI à temps plein, c'était d'être DRH membre du directoire d'un laboratoire pharmaceutique, coté en bourse et français. Voilà. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours fait beaucoup de choses associatives dans le cadre d'HEC, puisque j'étais jusqu'il y a très récemment présidente des anciens qui sont dans les ressources humaines, qui est le management, et puis à la NDRH, qui est une association de professionnels. J'ai quitté donc Gerdé en fin 2010, et je me suis formée pour être administrateur de société certifiée. Je me suis formée en PNL, donc je suis praticienne en PNL, tout ce qui est neurosciences et management aussi. Et puis, on va en parler un peu. Je suis certifiée sur 2 autres outils. Je vais expliquer pourquoi je suis allée chercher sur la culture de travail et puis sur la personnalité. Voilà. Ça me manquait dans ma besace pour aujourd'hui aller effectivement accompagner les dirigeants ou les DRH dans des problématiques que j'appelle de gouvernance RH. Et je vous expliquerai pourquoi j'appelle ça gouvernance RH. Et puis leadership, parce qu'il y a du leadership aussi, tant pour les dirigeants que pour les DRH, sachant que je ne fais pas du coaching au sens seul du terme, je ne fais que ça que dans le cadre de mes activités autres. Je n'ai pas d'activité de coaching en soi, je le fais à l'occasion de mes prestations de conseil. Voilà. Parce que je fais plus du collectif en définitive que de l'individuel. Alors, pourquoi on va parler de gouvernance ? Derrière ce terme de gouvernance,
gouvernance, il y a deux enjeux, moi, que je veux montrer. C'est déjà une démarche qui va être globale et systémique. Et le terme de gouvernance arrive du grec, du gouvernail, du gouvernement, et ça donnait la cybernétique. Donc voilà, on est bien dans un domaine de systémique, et on va voir qu'on ne peut pas prendre chaque cercle, entre guillemets, séparément les uns des autres. Et puis, deuxième thème, qui m'est cher aussi, c'est l'intégration au plus haut niveau des organisations dans les COMEX et les conseils d'administration. D'où ce terme de gouvernance. Et puis, j'ai ajouté un petit coup de leadership, parce qu'on a quand même un DRH. Et le leader RH, c'est pas un vain mot, même si je trouve, à titre personnel, que je ne trouve pas assez de leaders RH aujourd'hui dans les DRH que je peux rencontrer et dans ce que j'en entends dire par les dirigeants. Ce matin, je donnais un cours à Sciences Po sur le conseil d'administration et l'actif humain. Et c'est vrai que quand je demande de parler des DRH à des dirigeants, ils n'ont pas la d'entendre. Mais je pense qu'on en est responsable aussi de cette posture et de la vision que nous donnons. Alors, on va attaquer un petit peu le sujet plus précisément. Alors, on va aller vite sur le pourquoi c'est essentiel. Je pense que si vous êtes dans la salle, c'est que vous savez pourquoi c'est essentiel. On parlera des enjeux actuels et un petit peu de formation, si vous voulez. Et puis, on va parler aussi de ce qui se passe au plus haut des organisations aujourd'hui, en France en tout cas. Alors, la mondialisation, le business, il n'est plus que là où nous sommes, il est complètement explosé, éclaté vers l'ensemble du globe. C'est pas anodin hors ressources humaines, on verra pourquoi. La démographie, il ne faut pas oublier non plus, avec là, vous avez l'Amérique du Nord en 2025, ça s'est projeté en 2025, c'est une étude des Nations Unies. Amérique du Nord, 5% de la population mondiale. L'Europe, 9%. Et vous voyez, tout ça, c'est l'Asie. Et ne pas oublier l'Afrique, qui est en train de monter. Les pyramides des âges, dont certaines sont absolument abominables. L'enfant unique chinois, ça va donner ça, ce qui fait que les populations ne vont pas se renouveler, ils auront de gros problèmes, donc ils vont venir chercher chez nous un certain nombre de compétences qu'ils n'auront pas chez eux et dont ils auront besoin. Et puis, un dernier thème, auquel vous pouvez être sensible et moi aussi, c'est 5 générations en même temps au travail, ou au moins 4, avec l'âge, je dirais la durée du travail qui s'allonge en termes de vie au travail. On se retrouve des fois dans les entreprises avec des jeunes, et puis beaucoup moins jeunes. Et ben, toutes ces générations-là, il faut qu'elles cohabitent ensemble. C'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément les mêmes enjeux en termes de travail et de manière de faire. Et je ne porte pas de jugement, je suis absolument contre tout ce que j'entends souvent sur la génération Y, voire Z. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais néanmoins, il y a des spécificités, il ne faut pas les nier. Troisième thème, le digital. Alors si c'est quelque chose qui sort de chez Orange, si j'avais fait moi la courbe, je pense que je l'aurais plutôt faite dans ce sens-là, exponentielle, parce que ce sont effectivement des choses qui bougent et qui évoluent très très vite et qui impactent non seulement le monde du travail et le style de travail, mais le style de vie, mais même le business. Si vous êtes suivi un petit peu, si vous avez entendu parler des imprimantes 3D, il y a 2-3 ans, les imprimantes 3D, on regardait ça, on avait lu dans Paris, on allait voir, on se demandait bien ce qu'on allait pouvoir faire avec. Aujourd'hui, on fait de la pièce détachée d'avion, sur mesure, immédiatement, sans avoir besoin d'avoir du stock, et on est en train de préparer des prothèses qui marchent pour les mains, etc., voire de la peau, et probablement, un jour, on pourra se refaire faire une beauté en imprimante 3D. Alors, ça change aussi beaucoup tout ce qui est style de travail, sachant qu'entre vie et travail, il y a de moins en moins de différences. Et on a beau dire équilibre vie perso, vie pro, je pense que c'est un faux débat. Je pense que c'est à chacun de définir où il met ses propres limites. Donc ça demande aussi un travail sur soi. Et moi j'adore pouvoir prendre du temps à un moment donné dans la semaine, et ça ne me gêne pas d'emmener du boulot à n'importe quel moment, y compris le week-end. C'est plus le sujet, il y a une porosité complète des temps et des lieux. Et ça influe aussi sur le travail et les organisations du travail, l'organisation du temps et le contrôle de la hiérarchie, etc. Donc en termes de RH, c'est très très important ce qui est en train de se passer.
Dernier thème, enfin pas complètement, si dernier thème, la conscience globale du monde. Et notamment les jeunes générations ont une vision du monde beaucoup plus globale que celle que nous pouvions avoir nous. Alors ça c'est lié au voyage, à la mondialisation, à l'internet, à tous les modes de communication qu'on peut avoir et qui font qu'aujourd'hui on a une vision de ce qui se passe ailleurs. Vous avez des mouvements planétaires de consommateurs, de sauvegarde de la planète, d'enjeux sociaux, d'enjeux politiques qui font que tout ce qui est hiérarchie classique, je dirais démocratie à la mode classique, etc., c'est beaucoup moins simple. Et on est en train de passer à ce que j'appelle là le capital culturel avec une conscience globale du monde. Et quand je dis derrière capital culturel, c'est aussi tous les systèmes de valeurs que nous pouvons avoir et qui peuvent être différents les uns des autres. Et ça, c'est un enjeu aussi important. Le fait, par exemple, au Bangladesh, l'accident qu'il y a eu avec l'usine qui fabriquait, enfin les usines qui fabriquaient tous les vêtements, ça a eu un retentissement aux États-Unis, ça a eu un retentissement partout. Il y a des consommateurs qui achètent plus certaines marques, il y a des lobbies qui ont fait que il y a des gens qui ont dit nous on n'achètera plus telle marque si vous continuez à travailler dans ces conditions-là. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a encore 10 ou 15 ans. Donc une conscience beaucoup plus globale et beaucoup plus intense du monde. Alors, les enjeux actuels, les talents. Les talents, alors quand on dit talent, on dit quoi? C'est pas complètement compétence. Pour moi, les talents, et c'est comme ça que c'est vécu dans les entreprises, ce sont les compétences critiques, les métiers critiques. Dans une entreprise, tout le monde est important, tout le monde a sa place à jouer, mais néanmoins, il y a des univers dans lesquels certains métiers sont plus importants que d'autres. Je vais prendre un exemple, moi j'ai beaucoup vécu dans la pharma. Aujourd'hui, il y a une pénurie de médecins. C'est idiot, alors c'est lié à nos politiques de numerus clausus, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand on est dans la pharma, on n'a qu'une envie, c'est que tous les médecins qu'on a dans nos univers restent, ne partent pas, parce que c'est une galère pour recruter inimaginable. On a les mêmes tensions dans l'informatique, par exemple, les développeurs, les gens qui codent. Donc vous avez des métiers sous tension. Cette enquête donc, qui a été faite par Manpower montre qu'il y a 36% des employeurs, il y a 37 000 employeurs qui ont été interviewés dans 42 pays. 36% disent rencontrer une pénurie de talent. Et pour plus de la moitié d'entre eux, cette pénurie a un impact négatif sur le développement du business. Ça veut dire que si nous, en ressources humaines, on n'est pas capable d'aller trouver et garder les bons métiers, les bonnes personnes, les bons talents, on ne joue pas notre rôle. Oups, pardon. Ah, voilà. On va l'arrêter. Ça, c'est l'arrivée en retard qui fait plus les bons métiers. Alors, donc, la moitié enfin voilà, c'est pas anodin. Manque aussi de leaders expérimentés et de dirigeants expérimentés, notamment en Asie. Et on va voir l'impact du leadership sur le business et sur la performance des entreprises. Donc, un, il vous manque des métiers importants, et deux, il vous manque aussi des leaders dans certains mondes. Et vous avez vu l'Asie, la part que c'est en train de prendre dans le monde, et le nombre d'entreprises qui s'installent là-bas. IBM, aujourd'hui, a énormément une grosse part de ses effectifs qui ne sont plus ni aux États-Unis ni en Europe, qui sont en Asie. Donc, importance de s'occuper de ces sujets-là. Alors, talent, c'est plus global que formation. Maintenant, je rejoins complètement ce que vous avez dit sur la formation. C'est un vrai sujet de DRH, pour le coup, parce que pour moi, ça fait partie des ressources humaines, même si de temps en temps, les responsables de formation ont une légère tendance à vouloir s'extraire du milieu RH. Mais pour moi, le métier, surtout celui qui va changer le plus, c'est le métier de responsable formation. Il y a beaucoup de responsables formation qui étaient devenus des spécialistes de l'ingénierie, de la convention de formation et de la déclaration 2483. Eh bien, ils ont intérêt à se recycler vite dans l'ingénierie de la formation tout court. Donc, de quelles compétences j'ai besoin demain et comment je les acquiers. Sachant que ce n'est pas forcément par la formation. Et ça, c'est une autre histoire. Deuxième thème, l'engagement. Alors, l'engagement, il y a quelqu'un ce matin qui me disait l'enthousiasme. L'engagement, c'est quoi? C'est la capacité à faire plus que ce qu'on est contractuellement en train d'attendre de vous. C'est-à-dire que vous allez avoir plus d'initiatives, plus de capacité à avancer, vous allez rester plus tard, vous allez
prendre à cœur ce que vous faites beaucoup plus que le contrat normal. Ce qui est remarquable, c'est que vous n'avez que 13% des salariés, c'est une étude mondiale, 13% des salariés qui sont engagés. Vous en avez en gros 63, voilà, qui sont neutres, ils font le job. Et puis, vous en avez 24% qui sont activement désengagés. Alors, c'est vrai qu'il faudrait faire passer ce 13% à un peu plus. Il ne faut pas forcément aller se bagarrer pour récupérer cela, hormis que un des grands risques aujourd'hui dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle le risque d'image et de réputation. Et le risque d'image et de réputation, il vient de cela. Et le risque d'image et de réputation, 24%, c'est quasi un salarié sur 4 qui est activement désengagé, donc qui ne fait pas le boulot, qui ne va rien faire pour que ça marche, voire même qui peut parfois faire pour que ça ne marche pas. Ce qui est quand même un petit peu préoccupant. Alors, transformation culturelle, on a abordé un petit peu le sujet avec aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui est très important, qui sont valeurs, éthique, responsabilité sociale, collaboration du client. C'est vraiment vers ça aujourd'hui que les entreprises vont. C'est ça qu'attendent leurs clients, c'est ça qu'attendent leurs employés, leurs collaborateurs. On est vraiment dans des sujets de fond, hein, avec la conscience globale du monde qui va avec. Plus que, alors ils attendent aussi ça. Et puis on attend toujours un peu ça, c'est clair. Mais la partie émergente, elle est là. Elle est sur le capital, elle est sur le capital culturel. Le leadership, on va y venir, et le leadership du DG, mais du DRH, c'est pas anodin non plus. Et je pense qu'en fait, c'est le bon tandem qui est important. Le climat de travail de l'organisation, ce qu'on appelle son climat organisationnel, la manière dont les gens vivent à l'intérieur, a un impact sur ces résultats qui peut atteindre 30%. Alors pour les entreprises qui parfois cherchent 1 ou 2 points de marge de rentabilité et qui font des choses abominables pour les trouver, les francs pourraient se dire tiens, et si on travaillait là-dessus? Et ça, ce que l'on sait, c'est que c'est complètement corrélé, c'est entre 50 et 80%. Donc les styles de leadership, c'est vraiment important. La manière dont vous allez piloter votre équipe, on reviendra sur ce petit modèle que je développerai plus tard, c'est la manière dont vous allez agir en tant que patron, en tant que manager, en tant que leader, qui fera que votre entreprise aura un climat de travail plus ou moins positif, porté à l'engagement, porté à la fidélisation, porté à l'enthousiasme, et donc performant. Et derrière, le leadership, c'est beaucoup des compétences, on va dire, qui relèvent de l'intelligence émotionnelle, et c'est là que le coaching devient important, pour le coup, hein, parce que ça se développe, l'intelligence émotionnelle. Maintenant, il faut avoir vraiment envie de le développer, on a intérêt à se faire aider et à persévérer, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on va facilement développer. Alors, ces enjeux-là ont été repris par nos amis du Boston Consulting Group, qui ont fait une matrice. Alors, c'est plus la dernière enquête, parce que la dernière est sortie hier. La dernière, elle est mondiale, elle est sortie hier. Mais on retrouve ici les zones où il y a danger. Les zones où il y a danger, c'est quoi? Ce sont les zones où, en définitive, il y a beaucoup d'importance dans le futur, et puis on n'a pas forcément une bonne capacité à gérer. Et vous allez retrouver le talent management et le leadership, l'engagement et la transformation culturelle, et ça c'est plus pour les vraiment métiers RH purs, tout ce qui est planification stratégique des effectifs et des compétences, et tout ce qui est tableau de bord intégré. Ça, ce sont aujourd'hui les thèmes, et dans la nouvelle enquête qui vient de sortir, ce sont les thèmes qu'ils ont repris sur l'excellence ressources humaines, mais l'excellence qui est aussi mesurée pour pouvoir parler avec des gens qui parlent chiffres. Hein, si on veut un jour rentrer, on le verra dans les COMEX, dans les conseils d'administration, etc., on a intérêt à parler le même langage que les gens qui s'y sont installés avant nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Alors, alors oui, juste simplement, vous voyez qu'ici, c'est une vision mondiale, là, européenne, vous n'allez pas entendre parler, dans ces enquêtes-là, et là on ne le fait pas non plus,
ni de diversité, ni de parité, ni de jeunes, ni de vieux, ni de etc. Dialogue social, etc. Pourquoi? Parce que les enjeux ne sont pas là, les enjeux ils sont là. Ce que je viens de citer, ce sont simplement des moyens pour y arriver. Ou ce sont des enjeux sociétaux que les entreprises peuvent reprendre leur contrat. Et ces personnes sur le bord du chemin, c'est une valeur, entre guillemets, mais qui n'est pas forcément une valeur d'entreprise, que l'entreprise peut s'approprier. Le dialogue social, pour moi, c'est incontournable en France pour réussir à faire avancer les dossiers. Et ce n'est pas une fin en soi. Or, aujourd'hui, on voit beaucoup de DRH en France, de RRH, qui sont complètement embolisés par tous ces sujets. Moi, je vois aujourd'hui des DRH qui passent leur temps qu'à négocier des accords alors, entre les pénibilités, les seniors, les parités, les jeunes, les etc. Ils s'en sortent plus et ils font plus ça. C'est pourtant là-dessus qu'on les a. Donc il y a aussi tout un regard à avoir sur les activités que nous avons en tant que aussi à ça. Alors, ça fait le lien avec la suite. Il y a un baromètre de la gouvernance RH qui est édité par Deloitte et Liceo, qui est un conseil en stratégie RH, et qui tous les 2 ans regarde ce qui se passe au plus haut niveau, hein, donc dans les conseils d'administration notamment. Et le problème, c'est que je ne vous ai pas sorti celui de 2012, mais ça n'a pas beaucoup bougé en définitive. 29% des administrateurs indiquent que le conseil d'administration possède une cartographie des risques RH. C'est pas beaucoup. Et c'est des grosses boîtes en plus. On peut dire que les grosses, c'est du SBF 120. Donc voilà, c'est les 120 meilleures capitalisations boursières françaises, que, allez, moins d'un tiers disent avoir une cartographie des risques. Quand on sait comment c'est important la cartographie des risques aujourd'hui, c'est pas embêtant. Pire, 14% des administrateurs indiquent que le conseil d'administration émet des recommandations sur la stratégie RH. Donc c'est un sujet qui déborde. Donc ils parlent finance, ils vont parler innovation, ils vont parler développement du business, etc. Ils ne vont pas parler ressources humaines. Or c'est un enjeu majeur parce que c'est ça qui peut faire accélérer ou capoter votre entreprise. Alors, il y a eu un groupe de travail de l'IFA, qui est l'Institut français des administrateurs, qui a travaillé sur gouvernance, ressources humaines et performance. Alors, j'avais la grande chance d'en être le rapporteur. Et à cette occasion-là, en fait, on s'est rendu compte que les DRH dans les COMEX n'avaient pas tant de ça. Au niveau du CAC 40, qui sont donc les 40 plus grosses entreprises françaises, il y a quand même un tiers des entreprises dans lesquelles le DRH n'est pas membre du COMEX. Ça laisse. Et quand vous descendez dans la liste des entreprises, c'est pas mieux. Alors, lié, bien sûr, au patron, mais lié aussi à l'image que nous donnons. Et c'est vrai que quand on est le nez scotché sur la dernière loi, les dernières circulaires, le dernier truc du code du travail et autres, on n'est pas sur les sujets business. Il faut vraiment aujourd'hui que les DRH se mettent sur les sujets de business. Donc, le DRH intervient peu dans les conseils, il n'est pas forcément bien connu de ce monde-là, et puis la stratégie est décidée sans intégrer les enjeux RH à la source comme facteur de performance. C'est-à-dire qu'on aligne entre guillemets, c'est-à-dire qu'on décide de la stratégie, puis après le côté RH il fait ce qu'il peut. Et parfois il y arrive. Alors, j'ai pris juste simplement quelques exemples. Les grands projets, alors il faut que je change mon image parce qu'en plus maintenant ça marche, quand on avait fait ça la première fois et en plus ça a été quand même un grand projet qui a pris beaucoup de retard. Aujourd'hui on pourrait prendre l'EPR, vous avez entendu parler de cette belle aventure où je ne sais pas combien ils vont doubler, tripler les béliers et ça va être tout ça parmi eux. Les fusions-acquisitions, il n'y a que 10 à 30% des fusions-acquisitions qui amènent la valeur qui était annoncée pour les actionnaires. Vous savez, on fusionne 2 boîtes en disant ça va produire plus de valeur pour nos actionnaires. Quand vous regardez bien, il y a en gros 10 à 30% qui créent la valeur annoncée. Et puis là, vous avez une petite courbe. On parle toujours, alors là, on a trouvé la stratégie, vous voyez, là vous avez toujours dans cette petite zone, là où ça va aller moins bien, puis après l'avenir est radieux en termes de rentabilité, de vente, etc. Et après vous voyez que la courbe elle se décale tous les ans.
Vous avez la même courbe. Donc, en fait, vous restez en point bas tout le temps. Et vous avez toujours un membre du conseil d'administration qui vous dit oui, mais c'est un problème d'exécution de la stratégie. Et au bout d'un certain temps, on peut se demander quand même si ce n'est pas un problème de construction de la stratégie. Et pour avoir accompagné un certain nombre d'entreprises et puis avoir vécu moi-même dans l'entreprise, de temps en temps, je vous promets que ce n'est pas un problème d'exécution de la stratégie, c'est-à-dire que la stratégie qui a été décidée, elle n'était juste pas réalisable. Elle n'était juste pas exécutable, notamment pour des problèmes humains. Sur les fusions-acquisitions, ce qui coince aujourd'hui, ce sont essentiellement les problèmes humains. Alors, soit en haut, ce que j'appelle les fusions entre égaux AUX ou égaux O, soit plus, je dirais, dans la ligne classique, vous achetez une boîte pour une pépite, pour un brevet, ça c'est pareil dans les univers de la pharma, vous achetez une boîte pour un joli brevet, puis vous vous débrouillez tellement bien qu'en définitive, tous les gens qui pourraient mettre au point les produits qui ont été brevetés partent. Donc vous vous retrouvez avec avoir acheté une boîte, son brevet, et vous ne pouvez plus rien en faire. Sauf alors il faut réembaucher, etc. Et vous perdez 5 ans dans votre développement. Donc là, il y a de vrais enjeux qui sont des enjeux RH, et dans les gros projets, ce qui loupe à tous les coups, c'est des enjeux de talent, d'engagement, de clash culturel, de communication et de leadership. Vous allez retrouver dans la majorité des échecs aujourd'hui dans le business, c'est essentiellement ça. On me dit, c'est normal, parce que les entreprises, c'est fait d'hommes et de femmes, a priori, donc c'est normal que c'est là que ça loupe aussi, mais en tout cas, une vraie problématique sur ces sujets-là, que les conseils aujourd'hui ne prennent pas encore complètement bien en charge. Donc on fait des fusions-acquisitions, on évalue les entreprises avec des financiers, on regarde un certain nombre de choses, mais on ne regarde pas les enjeux RH, alors qu'on pourrait le faire. Ce n'est pas le but aujourd'hui d'expliquer ça, mais on sait faire des évaluations avant, et pas que après. Donc voilà, ça c'est le petit constat pour dire pourquoi c'est important et pourquoi ça devient de plus en plus et pourquoi ça va devenir complètement incontournable. Donc ces enjeux de ressources humaines, pour moi, sont vraiment des enjeux aujourd'hui qui sont incontournables pour la performance des entreprises. Alors, j'ai mis des solutions, ce n'est pas les solutions. Voilà. On va parler de gouvernance et de leadership RH. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu? Non? C'est bon. Alors, les composantes de la gouvernance RH, on en a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, pourquoi je les ai mises comme ça? Mais parce que moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que j'ai fait, d'ailleurs, dans ma précédente vie? Pas tout le temps, mais un peu. Bon, allez, on avait un cabinet qui venait nous faire du conseil en stratégie. Voilà, donc on avait des beaux PowerPoint, machin, puis on avait le développement de notre business à 10 ans, comment on allait faire, etc. Le volet organisationnel, le volet RH, entre guillemets, on en parlait pas. Puis après, vous aviez un joli cabinet en organisation qui venait vous faire du lead management sur vos lignes de production. Vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez gagner. Super. Ouais, à part qu'on ne s'occupait pas forcément des personnes, ni en termes de formation, ni en termes de communication, ni en termes, je dirais, de pilotage de développement des talents et de pilotage des transformations. Alors, j'aime pas trop la conduite du changement, parce que je trouve que le changement, c'est pas une diligence, donc ça ne se conduit pas, mais bon, je parle plutôt de transformation. Si on veut que les personnes s'approprient leur futur et s'y préparent, il n'y a pas que de la communication à faire et puis de la formation. Il y a ça aussi, mais pas que. Il faut leur permettre aussi de réfléchir à ce que sera demain leur métier et comment elles vont l'exercer. Et puis alors, culture et valeurs, on ne s'en occupait pas du tout. Alors voilà, ça on a fait. Moi j'ai fait les cartes moi, dans une autre vie. Puis ici on a fait un truc super sympa sur les valeurs. À un moment, on s'était dit, il faut aller vite, il faut être flexible. Donc on a fait les valeurs, on a regardé comment il fallait faire, on a demandé aux salariés, on a mis des beaux posters partout pour dire, voilà, ça veut aller vite, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je sais rendre un travail même si c'est pas fini à 100%. Voilà. On a fait plein de trucs. Et puis en même temps, le volet organisationnel, on a décidé de se faire certifier ISO. J'ai rien contre ISO, mais on demandait aux salariés d'aller vite, en lien avec les valeurs qu'on avait définies, et dans le même temps, j'avais une procédure de maîtrise du changement qui m'imposait que chaque fois que je voulais changer quelque chose, j'avais 3 pages de trucs à remplir, des petites coches et machin, puis si jamais je ne le faisais pas, je me faisais taper sur la gueule par l'équipe qualité. Qu'est-il arrivé?
Eh bien, c'est que 5 ans plus tard, on a refait l'évaluation de la manière dont on travaillait, et bien on avait renforcé tout ce qu'on ne voulait pas. Parce qu'on avait beau dire ici, les personnes travaillaient autrement, le système organisationnel qu'on avait mis en œuvre faisait force de rappel telle qu'il ne pouvait pas y arriver. Donc, voilà. Vous avez la même chose quand vous faites du coaching. Vous coachez un patron, vous coachez un cadre d'une business unit, etc. Ou vous l'envoyez en formation sur un certain nombre de sujets. Si tout le reste là n'est pas en cohérence pour le coup, ça ne marchera pas. Il va faire des efforts de dingue, il va être malheureux comme tout, et vous avez une force de rappel autour qui va faire ça. Donc, pourquoi je parle de gouvernance? C'est parce qu'il faut vraiment prendre l'ensemble des sujets comme un tout et aller regarder toutes les interactions qu'il peut y avoir. Alors, on va parler par exemple rémunération. Tiens, allez, on demande aux personnes de faire du collaboratif. On est là, c'est la grande tendance, le co, la coopération, le collaboratif. On va gagner ensemble, on va réussir ensemble. Et on met un système, au même moment, un système de primes, donc de REM, que je vais mettre dans le côté process ici, qui fait qu'il n'y a aucune prime collective. Ça encore, bon, allez. Mais pire, ici on leur demande d'échanger leurs bonnes pratiques, à part qu'ici, il y a un classement qui fait que le premier gagne plus que le deuxième, qui gagne plus que le troisième, qui gagne plus que le quatrième. Donc le résultat, mon résultat de prime, n'est pas lié juste à ma performance à moi, c'est lié à ma performance par rapport à celle des autres. Et vous verriez qui coopère complètement. Pas terrible. Donc je vois ça c'est gentil, ça aussi j'espère. Donc je vois ça assez souvent. Donc des choses qui sont complètement incohérentes. Ça manque de congruence. Pareil avec la culture, les valeurs, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc l'idée c'est bien d'aller essayer de rassembler tout ça dans un tout qui va être un peu plus organisé. Ah, alors peut-être que si j'arrête pas ça, voilà. Moi c'était le rapport mensuel, ça tombe bien sûr. Juste là. Alors, voilà quelques outils. Alors ce sont des outils, pourquoi je les présente? Parce que ce sont des outils de DRH. Alors c'est vrai que ce sont, moi aujourd'hui je le fais en extérieur, même si j'ai des missions de DRH encore part-time, je fais du DRH hybride, ça de temps en temps, je fais de temps en temps très opérationnel, de temps en temps un peu plus stratégique. Et ce sont des outils que les DRH peuvent complètement s'approprier, à se faire aider ou pas d'ailleurs, et qui leur permet de remonter à la table de la stratégie et des enjeux qui ne sont pas que des enjeux opérationnels et techniques. Donc, on va aller regarder tout ce qui est vision, mission, les valeurs, on en reparlera. Là, quelle est notre contribution pour nos clients? Et il ne faut pas oublier qu'une boîte, c'est d'abord ça. Les derniers thèmes de Dave Ulrich, qui est donc le gourou RH, c'est de dire, vous, des RH, recrutez vos collaborateurs comme vos clients les recruteraient. Ouais, à part qu'il faut bien une DRH aujourd'hui, savent vraiment à quoi ça ressemble un client. Qu'est-ce qu'il veut le client? Qu'est-ce qui est important pour lui? Notamment quand on est sur un produit grand public, ça va à peu près, quand on est sur un produit un peu particulier. Donc ça, c'est vrai, c'est un élément essentiel. Et j'aime bien ce modèle-là parce que vous avez un volet externe, donc quel est le service qu'on rend à nos clients et quelle est notre contribution à la société. Pourquoi? Ce que j'appelle le pourquoi on est là dans le monde. Et puis il y a la vision interne, vision, mission et vision. Il y a le côté interne, motivation interne, qui permet aussi de rassembler les équipes. C'est pour ça que ce modèle, en définitive, je l'aime bien. Donc quel est notre cœur de métier? Comment allons-nous continuer à nous développer? Et quel est notre potentiel de développement? Et là, on est vraiment sur des sujets RH. Là, on est sur des sujets business et de transformation du monde. Là, on est sur le volet plus interne. Et le DRH qui maîtrise bien ça, ce tableau-là, eh bien, il prend un peu de valeur par rapport à son conseil, par rapport à son COMEX. Il apporte quelque chose de différent. Parce que quand vous rassemblez une équipe de direction sur ces 4 sujets-là, je vous promets que vous faites du bon boulot derrière. Et après, on va travailler sur les valeurs qui donnent de l'énergie, parce que les valeurs, ça donne de l'énergie. Donc voilà un premier thème qui permet de rassembler au moins 3 éléments. C'est déjà pas mal.
Deuxième outil, là je vous présente des méthodos et des outils hein, qui sont, je ne vais pas dire en vente libre, mais que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Le balance scorecard. Alors c'est un mot un peu barbare, parce que scorecard c'est un tableau de bord, hein, et puis balance ça veut dire équilibré. Pourquoi? Ces braves Norton et Kaplan, c'est un truc qui date des années 95 à peu près. Hein. Je n'ai pas tout le topo derrière. Ils se sont dit qu'avoir des objectifs que financiers et court terme, en définitive, c'est pas ça qui allait faire l'avenir des boîtes. Ça pouvait, si on pilotait à 3 mois pour le cours de l'action, ça pouvait être intéressant, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on arriverait à piloter l'entreprise. Donc ils ont construit un système où certes on dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fournisse à nos actionnaires, à nos financiers préférés, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse vis-à-vis de nos clients? Est-ce qu'il faut qu'on lance un nouveau produit? Est-ce qu'on ferme une gamme? Est-ce qu'on a raccourci les délais de livraison, etc. Et puis pour ces deux choses-là, sur quel process il faut qu'on soit vraiment bon? Et quels sont les enjeux RH qui vont avec? Et pourquoi j'aime bien cette démarche, des démarches de systémique ou autre? Parce qu'à un moment, on peut aller chercher les vrais enjeux d'organisation et de RH en termes de développement. Est-ce que j'ai bien les talents dont j'ai besoin pour demain? Si je ne les ai pas, est-ce que je peux les acquérir ou les faire grandir? En termes de culture de travail, qu'est-ce qui va être important? En termes d'organisation, qu'est-ce qui va être important? Et ça permet de boucler et de se dire que peut-être que si on ne peut pas avoir ça comme il faut, peut-être qu'on ne sera pas là. Et du coup, le système, il s'équilibre. Ça permet, quand on fait ça au plus haut niveau, notamment dans un COMEX, d'intégrer d'emblée les enjeux ressources humaines à la source de la performance et non pas après, une fois que la stratégie est décidée. Donc pour moi, c'est un bon outil pour aller intégrer très tôt dans la construction de la stratégie, de la tactique, sa traduction et son pilotage, les enjeux RH. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en définitive, quand je me suis retrouvée, quand j'étais RH chez Garbet, je me suis retrouvée à piloter le processus stratégique. Je ne dis pas que je faisais la stratégie, je pilotais le processus stratégique. Et le cabinet RH avec lequel je travaillais à l'époque m'a équipé de ce truc-là. Ce n'était pas anodin, parce que ça permettait de remettre vraiment les ressources humaines dans le système, et non pas après. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce petit outil-là. Et ça, c'est quelque chose, là aussi, que les DRH peuvent s'approprier. Ça demande un petit peu de travail pour le maîtriser, et ça fait partie des choses qui leur permettent d'aller parler business avec leurs collègues. Alors, autre association que l'on peut faire aussi, j'ai mis organisation, culture et valeurs. Alors, intégrer la vision, la stratégie et les valeurs. Aujourd'hui, je vois beaucoup, alors les valeurs, on en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais on a beaucoup, toutes les boîtes ont les mêmes. Hein, vous allez vous taper les systèmes de valeurs ou valeurs des plus grosses boîtes, vous allez retrouver la qualité, l'excellence, l'équité, etc. Une fois qu'on a fait ça, on demande aux salariés d'avoir les comportements qui vont bien. Donc en général, on a décliné ça, puis on a des jolis posters dans le hall d'entrée. Nous, collaborateurs 2, on s'engage à et je ne vois pas l'engagement de l'entreprise. Et pour moi, derrière le système de valeurs, il y a aussi, certes, les comportements personnels qui doivent être en lien avec ces valeurs, mais il y a aussi les comportements organisationnels. Et donc, quand je travaille sur ces sujets-là, je travaille à équilibrer aussi ce que l'entreprise s'engage à faire pour mettre en place ces valeurs-là dans la vraie vie. On va prendre un exemple, on a valeur, on se projette à long terme. Quand je me projette à long terme en tant que salarié, ça veut dire un certain nombre de choses. Quand je me projette à long terme en tant qu'entreprise, ça veut dire déjà que je fais un plan à 3 ou 4 ans, ça veut dire que je le communique, ça veut dire que j'accepte que les collaborateurs aient des projets, des parcours professionnels à 3-4 ans et puissent engager des formations qui ne sont pas directement liées à leur métier de là, ici, aujourd'hui, mais leur permettent de se préparer à autre chose. Voilà. Et ça, ce sont des enjeux organisationnels qu'il faut mettre en regard des enjeux personnels et des comportements personnels. Ça, c'est un thème où on a parfois du mal à faire passer, par contre. Hein. C'est-à-dire que les DG attendent beaucoup de leurs collaborateurs, mais ils sont un petit peu moins prêts à mettre au pot en termes d'organisation. Et tous les comportements organisationnels qu'on va décliner là, ce sont derrière des comportements qui sont en général des comportements d'ordre managériaux ou autres et qui vont être portés par le DRH. Alors,
Le management au quotidien, là on a une belle association des deux volets, et là aussi il faut faire attention. Il y a des organisations aujourd'hui qui ne permettent pas de répondre aux besoins de développement des compétences et de développement de la motivation. Vous avez des entreprises où les salariés sont extrêmement contraints. Ils n'arrivent pas, je dirais, à donner le meilleur d'eux-mêmes. On parlait d'engagement tout à l'heure, c'est donner le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est l'organisation et le patron qui va permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Mais des patrons qui sont bien démunis, parce que le système organisationnel qu'ils ont en main n'est pas suffisamment flexible et porteur. Donc ils souffrent un peu. Alors, revenons sur la culture de travail. Les systèmes de valeurs, parce que pour moi c'est un axe important. Donc ça c'est un modèle que j'utilise, que je suis allée chercher parce que je n'avais pas dans ma boîte à outils de moyens d'aller évaluer la culture de travail, et pour moi c'était assez fondamental. Donc je me suis certifiée sur cet outil-là. Le but c'est pas de présenter, c'est simplement de montrer après ce qu'on peut faire. Donc vous avez en fait 7 niveaux de valeurs qu'on va retrouver dans 7 niveaux de leadership, dans 7 niveaux de motivation, 7 niveaux d'engagement. Ça a été construit sur la base de la pyramide de Maslow, vous connaissez forcément, hein, sachant que ça c'est la petite pointe en fait, ici elle est beaucoup plus grande, ça c'est la petite pointe. Là c'est quand les besoins ne sont pas assouvis entre guillemets, et là c'est tout ce qui est croissance. Mais quand vous allez commencer à travailler avec ça, on va voir comment, et bien en fait vous réussissez du coup à mettre votre organisation et les personnes qui sont dedans en route vers ce qui est important pour l'entreprise, en s'appuyant sur ce qui est important pour eux. Donc il y a une bonne articulation entre ce qui est important pour l'entreprise et ce qui est important pour les personnes qui vivent à l'intérieur de l'entreprise. Et on crée de l'engagement. Alors on va passer celui-là qui est un petit peu compliqué, et vous avez simplement les valeurs d'ordre personnel et les valeurs d'ordre organisationnel. Imaginez qu'il soit de ce niveau-là et que votre entreprise travaille plutôt à ce niveau-là, ça pose un problème de décalage. Si en plus vous avez beaucoup de contrôle, beaucoup de blâme, beaucoup de reproches, alors celui-là, la bureaucratie, je n'en parle pas, on le trouve quasiment à tous les coups aujourd'hui, notamment les grosses entreprises, eh bien vous créez effectivement des difficultés de fonctionnement et de la perte de performance. Hein, donc l'idée c'est bien d'aligner les niveaux pour être cohérent sur ces différents thèmes. Alors, ça se fait en fait, vous pouvez faire ça comme ça, mais vous allez chercher les valeurs personnelles de vos équipes. Oui, là, ils sont là. Là, vous allez chercher les valeurs de la culture actuelle. Là, vous demandez aux gens, une fois que vous avez travaillé vision, mission avec eux, ce qu'ils pensent important pour l'avenir de leur entreprise. Et puis après, vous passez quelques années à essayer d'articuler bien tout ça et de mettre en lien ce que les gens veulent, ce qu'ils vivent et ce qui est important pour la boîte. Alors l'idée, c'est pas de montrer le dispositif, mais à chaque fois que je parle valeur, on dit bah oui, mais comment on peut mesurer les valeurs? Ben voilà, ça existe, on peut le faire. Il y a d'autres outils que celui-là. Celui-là, c'est pour moi le mérite, c'est que je le connais. Et puis il y a plein de choses qu'on peut en tirer, et surtout on va aligner après une leadership. Toujours est-il qu'on a démontré que les entreprises qui ont fait ça, qui réussissent à permettre aux collaborateurs de vivre leur propre valeur à l'intérieur de l'entreprise, ont une meilleure performance globale. Il y a une enquête qui n'est pas aux idées au Québec, pour le coup. En gros, il y avait, pas loin de mémoire, c'est 29% des salariés interrogés, donc c'était un sondage, qui disaient avoir dû, dans l'année qui vient de s'écouler, mettre de côté leurs valeurs pour faire leur boulot. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des choses qui allaient à l'encontre de leur système de valeurs. C'est beaucoup. Ils ne sont pas à l'aise, hein, ces gens. Alors, ça c'est pour montrer que là vous avez l'engagement. Là vous avez ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie c'est ces valeurs-là qui sont blanches, c'est-à-dire des valeurs qui étaient en rouge dans le tableau précédent, des valeurs qui tirent vers le bas. Hein, l'entropie c'est l'énergie que vous dépensez et qui n'est pas productive dans un système physique. Plus l'entropie est faible, plus l'engagement est élevé. Et on a vu tout à l'heure que plus l'engagement est élevé, plus la performance est élevée. Et donc vous voyez là, ça a été fait avec Elite et Parallel Value Center. Vous avez une corrélation très nette
entre le niveau d'entreprise et le niveau d'engagement. Quand on voit ça, on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et ça, ce sont des sujets de DRH. Il peut se faire aider, il peut se faire outiller, il peut se certifier, il peut trouver d'autres outils. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème de l'outil, c'est le problème d'avoir l'idée de se mettre sur ces sujets-là pour aller chercher une performance différemment. Parce que je pense que l'idée du DRH aussi, c'est d'aller chercher la performance différemment et en s'appuyant sur les hommes et les femmes de l'entreprise. Ah là, il me manque un peu de bleu. Voilà. Non, il me manque quand même les... Ah, pardon. Voilà. Il manque les pavés bleus, ça c'est pas grave. Enfin, de petites broches. Moi j'aime bien ce modèle-là parce qu'il renvoie à la personne qui est ici. Voilà. Alors ça c'est l'aspect, je dirais, interne, individuel, ce qu'on ne voit pas forcément. Donc son système de valeurs, ses croyances, etc. Et puis l'externe, c'est ce qui est dans le système social, donc dans l'organisation. Pardon, c'est l'individuel, pardon, est là. Voilà. Et le collectif est ici. Donc là, c'est ce que vous pensez vos valeurs, et là, c'est la manière dont vous vous comportez. Et ici, c'est l'entreprise avec sa culture et ses structures sociales. Et l'idée, c'est bien d'aller chercher la cohérence de tout ça pour créer l'engagement. Toujours les mêmes sujets. Et ce sont toujours des sujets de RH. Quand vous êtes là sur les structures sociales, vous allez retrouver tout ce qui est organisation, organigramme, tout ce qui est procédure de travail, etc. Et ça, c'est votre rôle de RH. Et en allant, et alors, deuxième thème, ça, c'est aussi votre rôle de patron. C'est-à-dire que l'on sait, c'est que la manière dont le patron se comporte, qui est en lien avec sa personnalité, va avoir un effet dans l'entreprise se comporte. Et alors, bien sûr, quand on commence à dire à un patron que s'il veut changer ça, il faut qu'il change ça, il vous regarde d'un drôle d'air. Et pourtant, c'est bien comme ça que ça se passe. Et notamment ça, les structures sociales, elles sont héritées des leaders du passé. C'est-à-dire que les croyances du patron d'avant, entre guillemets, se retrouvent souvent dans les procédures d'aujourd'hui. Donc, moi j'ai vu là, récemment un patron qui a d'autres valeurs, d'autres croyances et qui veut changer tout, mais voilà, donc on lui dit, bah oui, mais il va quand même falloir faire tout ce chemin-là, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce que toi tu es dans le collaboratif et dans le participatif alors que ton prédécesseur était un autocrate, entre guillemets, que l'ensemble de l'entreprise du jour au lendemain va rentrer dans ce système-là. Et d'ailleurs ça fait des dégâts parce que il y a des choses qu'il pense faire bien, et c'est vrai que pourquoi pas, à part que dans le système où il vit, ça passe pas. Donc grande frustration de tout le monde. Hein. Donc l'idée d'aller aligner ça, c'est quand même intéressant. Alors là, il y a du coaching aussi. Là, il y a du coaching aussi. Mais on voit très vite l'impact, et j'aime bien ce zen là qui se fait comme ça, parce que ça permet de changer ça. Voilà, on peut le remonter dans l'autre sens. Alors c'est tout un programme. C'est tout un programme. Et ici, ben, vous avez tout un programme RH. Développement de l'organisation des process de management, sélection et orientation des niveaux, évaluation et reconnaissance de la performance des compétences, définition des critères d'évolution de promotion, programme de sélection et de développement des talents, tout y est, hein, développement du management, développement du leadership, sensibilisation sur les valeurs. Et ça, c'est un programme de développement RH au sens vrai du terme, et que l'on a construit à partir de la colonne vertébrale qui était vision, mission, valeur. Et on est allé rechercher derrière ce qui était l'organisation et les personnes sur cet axe vertical. Alors, ça c'est l'exemple, ça c'est un point que j'avais fait au bout d'un an. Au bout d'un an, avec une équipe, on avait travaillé tout ça. On est arrivé, il n'y avait rien. Hein. On est parti pour faire un team building. Voilà, ça se passait pas très bien avec l'équipe, il y avait des nouveaux, tout ça. Puis, de fil en aiguille, ben, on a dit, ben, ça serait quand même bien d'avoir une vision commune de l'entreprise. Où on est, voilà. Et puis, vision, mission. Et puis, nos objectifs. Et si on alignait nos objectifs avec vision, mission, le SWOT. Et puis, on s'est dit, bah, alors, objectif opérationnel, pouf. Et puis, après, un petit peu de pilotage quand même. Le CODIR qui s'est approprié ces sujets-là. On s'est dit, bah, il faudrait communiquer. Donc, on a fait un rôle de communication. On a travaillé sur les valeurs.
Hein, voilà, individuelle, collective, etc. Parce que les valeurs, on peut les décliner à tous les niveaux. On a commencé à travailler sur les styles de leadership, le climat de travail. Puis après, on a présenté tout ce qui restait à faire. Et surtout, c'était ça. Quand je parle de système, et c'est l'idée derrière. Alors, quand je présente ça à des ingénieurs ou à des médecins, ils me regardent à drôle d'air. Donc, je leur remets bien comme il faut dans des belles matrices à la mode anglo-saxonne, parce que là, je les perds. Mais c'est bien l'idée de montrer que tout ça, c'est en interaction. On ne peut pas définir un programme de talent management si on ne sait pas l'organisation cible, par exemple. Programme de talent management, si vous n'avez pas d'idée de ce que va être votre futur et l'organisation cible, elle va être en lien avec la stratégie, enfin voilà. Vous avez tout ça qui roule ensemble. Donc on passe de là à là, et ça c'est le DRH qui peut s'en occuper. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il ne s'en occupe pas, il y en a d'autres qui le font pour lui. D'accord ? Son DG, peut-être. Ou chacun fera son petit bout. Et aujourd'hui, je vois plutôt ça dans les entreprises, où chacun fait son petit bout. Alors qu'il y a un rôle à jouer là, de concentration de tout ça. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus du ce que j'appelle le leader RH. Alors moi, je l'ai appelé architecte de l'unique. C'est-à-dire que ce qui se passe en ressources humaines, contrairement à d'autres métiers, c'est que c'est complètement lié à l'entreprise, à son histoire, à sa culture. Et les bonnes recettes de l'entreprise d'à côté sont en général pas opérantes d'une entreprise à l'autre. Il y a beaucoup plus de différences en termes de politique RH qu'en termes de politique supply chain. Enfin, vous êtes responsable logistique d'une boîte, il n'y a pas, vous faites de la soupe ou vous faites du lait ou vous faites du médicament. Au global, les process de travail sont à peu près les mêmes. En termes de RH, vous avez intérêt à faire attention. Parce que ce que vous avez fait dans une entreprise ne sera pas forcément transposable en termes de solution. Le questionnement, lui, sera toujours transposable. Les réponses ne seront pas forcément transposables. Donc, architecte de l'unique, parce que c'est à lui de prendre en compte tout ce qu'on vient de voir précédemment, dans un univers qui est complexe, et pas que compliqué, on est vraiment dans la complexité. Des enjeux mal connus de ses collègues, parce qu'aujourd'hui, il y a hélas pas suffisamment de gens qui connaissent ce que sont les RH, et pas que le management, et tout ce qui est ce qu'on appelle le développement organisationnel. Un rôle singulier aussi, parce qu'il a un rôle auprès de son DG, et puis il a un rôle auprès de ses collègues. Ce n'est pas quelqu'un d'anodin dans une équipe de direction RH. Ce n'est pas un collègue comme les autres. C'est quelqu'un qu'on va venir voir, qu'on va venir chercher sur un certain nombre de problématiques. Et c'est quelqu'un, sans qu'il ait un rôle de coaching du DG, parce que ce n'est pas forcément le but, néanmoins, un bon tandem DG-DRH, ça peut faire des grandes choses. Bon, moi, je considère qu'il vaut mieux que le DG se fasse coaching. C'est ce que j'avais fait faire. Le DG avec qui je travaillais chez Gerway, à un moment, il y a des trucs que je peux faire avec toi, il y a des choses, c'est pas mon domaine, c'est pas ma compétence, et puis je suis une de tes collaboratrices, même si, voilà. Donc, il y a forcément, il y a un moment, il y a la solitude du dirigeant. Et le gars tout en haut, il se retrouve quand même bien tout seul. Et derrière, on va aller chercher les connaissances, comme pour toujours, ce que je sais, ce que je sais faire et ce que j'ai fait. Alors là, il faudrait que ça soit un peu plus grand. Et puis, qui je suis? C'est pas anodin. Jean-Christophe Sibéras, qui est le président encore pour quelques jours de la MDRH, donc nationale des DRH, disait on n'est pas DRH par hasard. Alors il y en a certains qui sont DRH par hasard, mais au global, quand on choisit ce métier, c'est pas forcément par hasard. Donc c'est important d'aller chercher les traits de motivation qu'il peut y avoir derrière. Et se connaître, c'est important. Voilà. Alors, on va passer là sur les prises de décision parce que je vais faire le lien avec le modèle de leadership. Ça, je vous invite à aller regarder tout ce qui est un petit peu neurosciences aussi parce que ça peut éclairer ce qu'on appelle l'espace de travail neuronal sous effort qui est avant, quand on agit ou quand on va décider, en fait, alors ça se fait sans qu'on s'en rende compte, heureusement, sinon on serait épuisé. On commence par percevoir, par capter. On fait appel à notre mémoire pour évaluer les choses, on porte l'attention sur un certain nombre de domaines et après on agit. D'accord ?
Le seul souci, c'est que la mémoire est très dépendante des émotions et l'évaluation. Donc tout ce qui est... C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle des leaders, c'est important aussi. C'est pas que pour ce qui semble zen et tout, hein. Ok, ça c'est bien, mais en fait c'est pas le but. C'est pour qu'ils aient une bonne connaissance d'eux-mêmes et des biais qu'ils peuvent avoir quand ils réfléchissent, quand ils décident, et puis de ce qu'ils vont porter vers les autres. Donc, si vous avez un jour un petit peu envie de dire, il y a une coordonnée, on pourrait les trouver. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je vous ai remis aussi ici le petit modèle de l'intelligence émotionnelle pour le leader, qui est pour moi quelque chose de très important. Si vous voulez avoir un impact positif sur les autres, il va falloir que vous gériez vos interactions interpersonnelles. Pour ça, il faut comprendre les autres, il faut vous gérer vous-même, pour ça, il faut vous connaître vous-même. Alors, pareil, on va dire l'intelligence émotionnelle, c'est plus ne pas avoir d'émotions, c'est pas cacher ses émotions, ce n'est pas ne pas les exprimer, mais c'est en avoir conscience, savoir les nommer, savoir pourquoi. Alors, on va faire, là, c'est parti pour 3 heures, hein, mais c'est un vrai sujet, savoir les reconnaître et comprendre celles des autres, se gérer soi-même, pour pouvoir être un leader inspirant, avoir de l'influence, développer, etc. On sait que ça, cette intelligence émotionnelle-là, est un des éléments de succès d'un leader. Et bien sûr d'un leader RH. Certes du patron, mais du leader RH aussi. Donc j'inviterais bien pas mal de DRH à travailler ces sujets-là. Et à sortir de leur technique et de leur code du travail de temps en temps. Alors, on parlait leadership tout à l'heure et valeurs. Alors là, c'est pareil, on parlait d'entropie tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, d'entropie et l'engagement. Petite démonstration, ça c'est un assessment, un 360 fait sur les valeurs qui sont perçues par les gens qui ont évalué ce leader-là. Alors lui, il a dû se mettre pas mal de valeurs ici, hein, comme d'habitude. Et les gens qui bossent avec lui trouvent qu'il est plutôt là. D'accord. Bon. Ce qui n'est pas, enfin voilà, il n'y a pas de logique, enfin, le blanc, le problème c'est que les valeurs blanches sont des valeurs qui sont plus négatives, hein, qui tirent vers le bas. Mais sinon, il faut être équilibré hein, sur toutes les valeurs. Il ne suffit pas d'être tout en haut, il faut aussi être profitable hein, quand on est une entreprise. Hein. Et pour avoir vécu dans des entreprises qui ne l'ont pas été pendant un moment, je vous promets que si on veut sauver le monde, on a intérêt à ramener son chiffre d'affaires et sa marge tous les mois, sinon on n'avance pas beaucoup. Toujours est-il que là, vous voyez l'entropie personnelle du leader, l'entropie culturelle. Et derrière, vous avez appelé la courbe de l'engagement. Vous faites un lien assez direct. Et voilà. Et là, vous avez la démonstration inverse. Donc ça, c'est des cas réels. Et puis, il y a une étude qui a été faite sur plusieurs centaines de leaders pour montrer, justement, alors voilà, c'est le niveau au minimum cohésion interne, en fait. Hein, si on veut vraiment faire du leadership à un bon niveau, c'est aller chercher la cohésion interne de son temps. Et sa propre cohésion interne aussi, donc l'idée de bien se connaître. Et je disais le leader, RH, un leader aussi. Et je vois aussi beaucoup de DRH aujourd'hui qui s'occupent beaucoup des voisins, et pas d'eux, considérant qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Donc ils vont faire coacher, ils savent, c'est là parce qu'on sait que... Voilà. Donc ils vont faire coacher leurs collègues, machin, puis eux, ils n'ont pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Voilà. Et ils se concentrent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup encore de DRH qui passent leur temps dans le quotidien, et dans le droit, dans le juridique, et qui n'ont pas le temps de se projeter sur ces sujets qui sont des sujets de fond de ressources humaines et qui les amèneraient à prendre une vraie place à la table du COMEX, voire du conseil d'administration. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces sujets. Maintenant, on peut en parler. Merci. Merci beaucoup pour ton exposé qui est vraiment très instructif pour les coachs. Oui. Aussi. Ah oui. Et pour les RH en devenir que vous êtes. Parce que là, je pense que tu as professé pour que ce soit de futurs prescripteurs de coaching pour leurs dirigeants et de futurs également demandeurs de coaching, d'intelligence émotionnelle pour eux-mêmes. Et c'est vrai que
ça change toute la donne ensuite dans leur propre carrière, dans votre carrière, par rapport à votre place dans le COMEX, puisque c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler en synergie avec le COMEX que d'être simplement dans, on va dire, la conduite, l'application des décisions sans les avoir partagées. Je vous propose un instant de questions, si vous voulez des précisions, interpeller l'oratrice sur ces problématiques qu'elle vous a proposées. Alors j'ouvre la voie des questions. Merci. Moi je m'interrogeais, vous évoquiez l'importance finalement de très bien se connaître pour pouvoir avoir un impact positif sur les autres. Parmi les différents outils, on peut citer, je pense, le test MBTI, il y a l'énéagramme, il y a le Strong Test, il me semble, 360. Il y en a une panoplie. Et finalement, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller parmi tous ces tests et qu'est-ce qui a prouvé un peu son... Alors vous avez un bouquin, si ça vous intéresse, je ne vous dis pas de l'acheter, mais vous la trouverez pas en bibliothèque. Il y a un bouquin qui s'appelle Révélez vos talents, dont l'un des auteurs est Antoine Tirard, qui vous fait un panorama de tous les tests qui existent avec une cartographie des tests. Moi, je l'ai fait intervenir il n'y a pas longtemps pour le club des DRH HEC, et c'est une mine. Alors après, vous avez des tests différents. Vous avez soit, en termes de personnalité, les traits de personnalité ou les types de personnalité. Donc les types de personnalité, c'est la MBTI par exemple. Les traits de personnalité, ça va être le performance ou le Big Five. Hein. Il y en a un où on va vous dire vous êtes extraverti ou pas, et l'autre on va vous dire vous êtes plutôt à 60% extraverti. Voilà. La différence, elle va être là. Après, je pense que toi, tu sais probablement plus sur les tests. Moi, personnellement, j'utilise Hogan. Alors, Hogan, c'est le petit logo qui doit être par là. Ouais, en bas. Hogan qui est peu usité en France. Comment j'ai connu Hogan? Parce que en fait, j'accompagne un patron qui est dans une très très grosse boîte et son patron européen lui a fait passer et j'ai trouvé que c'était bigrement intéressant. Le connaissant bien, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et du coup, je me suis certifiée sur ce test-là. Pourquoi je l'aime bien celui-là? Alors, il est un peu compliqué à passer. Et sinon, je ferais passer à performance aujourd'hui, par exemple. Quand je fais du recrutement assez classique, je fais plutôt passer à performance qu'à MBTI. Alors, parce que je retrouve les liens avec le Hogan, parce qu'il construit sur le modèle des Big Five, qui sont les cinq principales caractéristiques en termes de personnalité. Hogan, j'aime bien pour les dirigeants, parce qu'il vous permet de voir les traits de personnalité qui peuvent être dangereux, entre guillemets. Bien souvent, c'est des forces que vous avez poussées un peu loin et qui deviennent difficiles quand vous êtes en état de stress. Et ça permet de bien réguler ça. Parce qu'il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Quand on est dirigeant, on n'a pas, comment dire... Donc, si on est arrivé à un poste de dirigeant, c'est qu'on a des traits de personnalité qui sont assez affirmés, qui vous ont porté là où vous êtes, mais qui à un moment peuvent devenir contre-productifs parce que le poste a changé, parce que l'environnement a changé, etc. Vous avez des traits de personnalité qui sont très utiles quand vous êtes second et qui sont plus utiles du tout quand vous êtes premier. Donc, à vous de bien vous connaître. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'utilise Hogan aujourd'hui. Et puis, ça me donne aussi des aspects sur les valeurs et sur la motivation des personnes, ce qui va les faire un peu vibrer. Quand je suis là, il n'y a pas longtemps, je viens de faire toute une étude sur les facteurs de succès dans un job. Et je suis allée chercher les périodes de flow, les moments où les gens étaient vraiment super heureux dans leur job, ce qui les faisait vraiment vibrer. Puis après, j'ai croisé ça avec les tests Hogan et on retrouve des choses en termes de traits de personnalité, ce qui les fait vibrer, etc. L'idée étant pas forcément de recruter que des clones, mais de se dire attention, dans ce métier-là, il faut quand même avoir une tendance à aller chercher dans la solution. Ce qui les faisait vibrer, c'est de trouver la bonne solution pour le client. Des gens qui ne seraient pas à la recherche de ça, à qui ils s'en ficheraient un petit peu, ils ne vont pas se plaire dans le job. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question. Moi personnellement, voilà. Et toi, voilà, toi tu es plus certainement au fait que moi là-dessus. Je vais rejoindre ce que tu dis. Moi, j'utilise Performance. Voilà. Et puis, évidemment, la Processcom. Ah oui, pour avoir ce retour en termes de communication par rapport à sa propre parole. Mais je profite
profite, c'est pas par rapport à ça que je prends la parole, je profite de ce soir pour dire aux étudiants que vous êtes que, après des discussions avec le directeur, Alain, il y aura une courte formation payante, évidemment, mais de quelques jours sur une acculturation à tous les tests. Dans le cadre, puisqu'on travaille, Brigitte, j'ai l'honneur de pouvoir participer à l'exécutif du coaching de gouvernance RH des organisations, qui est lancé à l'ESG, comme vous le savez, et à la suite de ça, une réflexion avec Alain sur une acculturation plus globale pour tous les étudiants, avec une petite formation de quelques jours, parce que c'est important pour soi-même de vivre, on va dire, ces différents tests de façon à saisir quel est le meilleur. Parce que simplement de les connaître ou avoir on va dire, un résumé, un récapitulatif, c'est aussi la limite de cet exercice. Donc, vivre ces différents tests, c'est intéressant. Voilà ce que je voulais souligner. D'accord. Alors, ProcessCom, moi j'aime bien aussi. Alors, moi je ne suis pas certifiée ProcessCom, mon mari l'utilise beaucoup. Je n'utilise pas pour faire le trupan, par contre, pour se connaître et pour bien communiquer en équipe, ou faire des ProcessCom en équipe, je trouve que c'est un outil. Surtout pour le travail d'équipe. Ouais, c'est fabuleux. Et deuxième thème, moi, que j'aime beaucoup sur ProcessCom, c'est que quand vous connaissez bien, c'est assez simple à utiliser, contrairement à des modèles. Et quand vous avez un collaborateur sous stress, si vous connaissez bien le modèle, vous savez le détecter très vite. Et dans le monde d'aujourd'hui, savoir détecter qu'on a un collaborateur sous stress qui est en train d'en faire trop, qui est en train de faire des erreurs idiotes, etc., vous dites « oups, là, j'arrête », on se pose et on voit avec lui ce qui est en train de se passer. Donc moi, c'est voilà, les deux utilités que je trouve vraiment, c'est le travail en équipe, la communication, la connaissance de soi aussi et de ce que l'on projette, mais c'est aussi savoir détecter si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui commence à plus aller bien. Et là, c'est votre responsabilité que d'agir assez vite. Et il y aurait des ouvrages, par exemple, que vous pourriez nous conseiller sur ProcessCom ou bien... Sur ProcessCom, il y a, c'est comment leur dire de mémoire. C'est Collignon qui a écrit comment leur dire. Je crois que c'est Collignon. Mais on peut mettre des références sur le site. Oui. On pourra d'ailleurs laisser le diaporama sur le site du CNC avec des conférences et puis une voie de dialogue pour échanger suite à cette conférence de ce soir, si vous voulez poursuivre ensuite dans un échange. C'est la conférencière. Oui, moi j'ai aucun souci. Aucun souci. Partager, échanger, c'est bon. Je pense que c'était très clair. Un peu lourd peut-être aussi, mais bon. C'était complet. Après, voilà. Après, on peut aller chercher. Le but, c'est de... Après, voilà, vous pouvez aller faire du picking et chercher, creuser quelque chose d'un ou à l'autre. Moi, j'ai une question. J'apprécie bien votre système, votre modèle, etc. J'ai envie de dire, comment faire, par exemple, quand on est DRH, quand on prend conscience de l'intérêt d'avoir ce positionnement haut, voilà, comment faire quand on est DRH et que finalement, on est cantonné dans un rôle d'exécutant, enfin d'exécutant de direction. Voilà, ça, comment on fait justement pour accéder à ce commerce, comment on peut faire pour convaincre son DG qui craint peut-être aussi qu'on lui fasse de l'ombre. Enfin, il y a beaucoup de choses en matière de pouvoir et en matière de positionnement qui me paraissent importants à réfléchir, voilà, sur lesquels se questionner. Alors, par rapport à ça, d'abord, il faut en avoir vraiment envie, il faut assumer. Moi, je vois aussi des DRH, je ne vais pas être forcément agréable pour mes collègues, mais qui ont une posture de Calimero. C'est-à-dire, c'est les pauvres financiers, c'est mes actionnaires qui m'imposent le plan social, mais moi, machin, etc., etc., etc. Donc, si on veut être à la table de la stratégie et à la table du COMEX, il faut aussi assumer les décisions que l'on prend collectivement et pas aller se réfugier dans c'est les autres qui. C'est vrai que quand j'ai pris le poste de DRH chez Gervais, je savais ce que j'allais avoir à faire. J'ai fait le premier plan social de la boîte et il n'était pas anodin. Mais voilà, donc il faut déjà il faut prendre ses responsabilités. 2,
il faut aller sur des terrains auxquels on n'est pas forcément habitué, donc sortir de sa zone de confort. La première fois qu'on se met à piloter la stratégie, balance scorecard, etc., bah, on bosse avant, hein. Et puis voilà, on se forme, on essaye, on discute, voilà, on sort de son petit truc un peu tranquille. Troisième point, il faut bien connaître les métiers de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un DRH qui ne serait pas capable de parler business, c'est même pas la peine. Qui ne serait pas capable de parler finance, qui ne saurait pas quels sont les grands indicateurs financiers, comment ils se construisent, etc., c'est pas la peine. Donc si vous voulez avoir votre place dans le COMEX, il faut que vous ayez votre place business dans le COMEX, et pas que DRH. Quand on est à l'équipe de direction en haut, on est là pour piloter l'ensemble de la boîte indépendamment de son métier. On y est là pour son métier, on est là pour le trait de personnalité qu'on peut apporter à l'équipe aussi, voilà, pour faire des choses d'équipe. C'est ce qu'on le fait, Oben le fait aussi. Mais on est là aussi pour, au global, piloter les résultats de l'ensemble. Si vous n'êtes pas sur cette posture-là de pilotage des résultats de l'ensemble, c'est même pas la peine. N'y allez pas, vous serez malheureux en plus. Quatrième point, parler de pouvoir. Alors là, pour le coup, le DRH, il doit savoir être dans un rôle d'influence et rester dans l'ombre si besoin. Ça ne faut pas se tromper non plus. C'est pas lui le boss. Donc il faut qu'il laisse sa place au boss. C'est leadership inspirant. Il peut être inspirant, il peut être influençant, il peut développer, il peut être... Là, on va retrouver tout ça. Hein. D'où cette nécessité d'avoir lui-même été oui. en coaching, évidemment. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Ça l'aidera. Et prendre la posture. Hein, donc on travaillera effectivement, moi j'ai prévu de travailler sur leader de soi, leader de son équipe, leader dans son organisation. Toujours avec le même modèle sur les valeurs que j'utilise, pour aller se poser les bonnes questions. Mais je vois des DRH qui en définitive disent qu'ils ont envie d'être en haut, mais qui montrent Et qui n'assument pas. ils n'ont pas forcément vraiment. C'est bien parce que ce serait bien pour leur image, etc. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'en veulent pas, donc ils ne font rien pour. Ça répond à votre question? Oh oui, non, tout à fait. Oui, il y a le désir de coacher, il y a aussi le désir d'être autre chose qu'un exécutif, dans l'exécution, et d'être dans le COMEX, ça relève d'un désir. Mais être dans le COMEX, pour avoir rencontré des DRH, des DGRH de grandes organisations, ils ont réussi cela, ce qui présente très bien, mais tous, ça a été le point commun, j'ai trouvé par rapport à tous ceux que j'ai pu rencontrer, ils ont tous suivi une formation courte ou longue de coaching. Parfois, d'ailleurs, dans des grandes écoles comme HEC, ou parfois dans des formations privées, mais ils ont tous suivi une acculturation à l'accompagnement, ce qui leur a permis de pouvoir se décaler au niveau de leur posture initiale. Et ça, c'est on va dire, c'est le chemin obligatoire, parce qu'on ne peut pas se décaler et prendre une autre posture si on n'a pas été formé à cette autre posture. Ça ne peut pas être qu'un discours. Oui, on va peut-être arrêter. Je vous remercie.